Bastogne, le 10 janvier 1945. 10 degrés sous zéro, et cette neige qui craque sous mes pas. Mon corps est gelé en permanence, et lorsque je rends visite à Jeanne, je me collerai bien à ce poil qui ronronne au milieu de la chambre. Ce matin, une de nos équipes part vers l'Outre-Manche. Les soins et le réconfort doivent être leur mission première. Au centre d'accueil, des gens, blessés depuis avant Noël pour certains, nous arrivent des régions délivrées. Le récit de vie souterraine, de massacres et de drames sont si déchirants et si insupportables que plus d'une fois, les bénévoles de la Croix-Rouge ne peuvent rester dans la pièce et doivent sortir pour masquer leur émotion. Janine est fiévreuse, normale après une opération, me rassure le médecin. Elisabeth à présent gémit, se débat comme si un cauchemar la hantait. Jeanne ne semble pas tranquille. Son amie est souvent en proie à des délires. Le docteur incrimine la fièvre au-delà de 40 degrés. Jusque-là, prétend-il, tout est dans la logique des choses. Les obus ne démolissent plus rien. Ils tuent. Puis, plus rien. Un soldat américain me mime la destruction de ce canon, combien meurtrier, qui était dirigé sur Bastogne. Je me suis surpris à rire, tout seul. Mon Dieu, que c'est bon. Du bois et de la nourriture, j'en apporte un maximum. Le débarquement des réfugiés ne cesse pas. Les civières de soldats affreusement touchés ne diminuent pas non plus. J'ai vu hier, lors de mes pérégrinations, que des soldats emportaient des portes d'un hôtel. Mon visage marquant le scepticisme, les soldats m'ont fait comprendre par geste que ces portes étaient destinées à construire des habits sur les lignes de combat. Dans des caves libres ou insalubres de l'Institut, je cultive. En réalité, je reprends le flambeau de mon prédécesseur inconnu. J'entretiens chicons et champignons. Par le soupirail, je vois le convoi des morts, escortés de militaires. Les honneurs qui leur seront rendus sont si minimes par rapport à ce qu'on leur doit. Mort pour la liberté. La liberté est à ce prix ? J'ai du mal à croire que cette explication soit suffisante pour cette mère, ce père, cette femme qui attendait le retour de ce jeune soldat. Ton père est un héros. Dans les grands yeux interrogateurs de ce gamin, on lira qu'il sait que désormais son dédit ne jouera jamais plus avec lui. On l'ignore souvent, mais parmi les soldats alliés qui ont combattu les Allemands lors de la bataille des Ardennes se trouvaient des Belges. Cette 26e émission de la série Un mois en enfer tient à rendre hommage à ces combattants discrets qui ont contribué à ramener la paix en nos contrées dévastées par 4 ans de guerre. Dès la libération de septembre, de nombreux jeunes gens, souvent issus des mouvements de résistance, décident de prêter main forte aux Alliés en s'engageant en tant que volontaires de guerre. En tout, 53 000 jeunes Belges sont incorporés dans près d'une 50aine de bataillons de fusiliers. Parmi ceux-ci, les 5e et 6e bataillons combattront lors de la bataille des Ardennes. Robert Lemaire fut intégré au 5e bataillon de fusiliers dès le mois d'octobre. Incorporé au 5e bataillon de fusiliers, le 9 octobre 1944, moi j'étais affecté à la 3e compagnie. Nous avons eu une instruction très poussée durant 2 mois en vêtements civils. Il n'y avait pas d'uniforme pour nous. On a reçu le casque et la bâche. C'est tout ce qu'on a eu. Nous étions commandés par le capitaine Burnia. L'ordre nous a été donné après coup de rejoindre l'Ardenne, c'est-à-dire l'armée américaine, la première armée américaine sous le commandement du général Hodge, et nous sommes arrivés dans les Ardennes le 13 décembre 1944. Aucun de nous imaginait, et pas plus d'ailleurs les Américains, que le 16, on allait déjà célébrer notre arrivée dans les Ardennes par un fameux feu d'artifice, c'est-à-dire le début de la bataille des Ardennes. Les
Les hommes du 5e bataillon de fusiliers sont répartis dans différentes unités américaines et occupent ainsi environ 60 km de front au moment où démarre l'offensive allemande du 16 décembre. Assurant des missions de ravitaillement et de garde principalement, les hommes du 5e bataillon ont notamment en charge la destruction de l'important dépôt d'essence installé à Stavelot le 18 décembre. Le tir avec balles traçantes étant inefficace, étant donné que la distance était trop rapprochée, nous avons à la baïonnette percé des jerrycans, parce que cela constituait chaque tas de réserve. Et alors on en a déversé sur le tas, une traînée devant le premier, entre le premier et deuxième, deuxième, troisième et au-delà du troisième. Entre chaque tel, il y avait un espace certainement de 50 mètres pour permettre aux véhicules de se croiser. Et avec des allumettes, on a mis le feu. Bien entendu, il n'y avait pas de danger pour nous. Pourquoi? Parce que cela ne flambe pas d'une manière extraordinaire immédiatement. Et nous n'avions pas de grenades. Parce que si l'on avait eu des grenades, on aurait pu, avec une grenade, faire sauter. Le 20 décembre, une colonne partie ravitailler la 101e Airborne à Bastogne échappe de peu à l'encerclement de la ville. C'était des convoyeurs d'une colonne de ravitaillement qui est arrivée, n'est-ce pas, je crois qu'ils descendaient de Saint-Hubert. Ils sont venus sur Bastogne. Ils ont pu encore se défaire de ce qu'ils devaient déposer à Bastogne, mais ils n'ont plus se remonter par la route où ils étaient venus, elle était coupée par les Allemands. Ils ont dû s'échapper par la route de Neuchâteau et ils ont abouti à la 3e armée américaine. Pour nous, ils étaient portés disparus. J'étais à l'état-major, à cette époque, je me souviens, on a dit disparus, on espérait qu'ils étaient prisonniers, rien de plus, mais enfin, ils étaient disparus. Et quelques semaines après, ils nous sont revenus, tout à fait remis à neuf par les Américains. La 3e armée nous les avait ramenés. Marcel Daz se souvient d'une autre opération dans laquelle des hommes du 5e bataillon de fusiliers ont été impliqués. On a aussi eu l'arrestation de cette Jeep avec 4 Allemands habillés en Américains. C'est la fameuse Jeep dont 3 ont été fusillés. Et j'ai aussi encore, heureusement, un frère d'armes survivant de ceux qui ont arrêté la Jeep. On nous avait donné comme instruction d'intercepter, n'est-ce pas, même d'ouvrir le feu sur toute Jeep qui était, comment dirais-je, où il y avait plus de 2 occupants. Les Américains avaient dit, dans toutes les Jeeps, pas plus que 2. C'était une façon de pouvoir reconnaître les gens de Skorzeny. Et on a vu arriver une Jeep occupée par 4. Ce qui a provoqué l'interception. On a blessé le chauffeur qui, par après, paraît-il, a eu la vie sauve. Les 3 autres auraient été fusillés, mais ça, ce sont les Américains qui s'en sont chargés. Au sein des troupes britanniques, d'autres Belges étaient incorporés dans les SAS, Special Air Service, sous le commandement du capitaine Blondel. 171 d'entre eux participeront à la bataille des Ardennes, principalement dans des missions de reconnaissance. Le but au début, c'était de visiter les ponts entre Liège et Givet, qui étaient évidemment, avec 24 jeeps, nous pouvions peu faire dans ce cas-là. Et du coup, ça a été réduit à la portion Namur-Givet. Et sur la portion Namur-Givet, alors, étant donné qu'il y avait une forte attaque allemande sur tout l'Est, en fait, si vous voulez, on nous donnait comme mission de faire des reconnaissances. Jean Mal se souvient tout particulièrement d'une opération à laquelle il a participé lors de la contre-offensive alliée. Nous quittions Tellin, 3 jeeps. Nous nous étions fait précéder par un Brand Carrier, si vous voulez, qui nous a aidés puisque dans le fond, entre Tellin et Smouy, où nous allions, si vous voulez, les Allemands avaient abattu un arbre sur la route. Les Anglais nous ont aidés et nous nous sommes alors à dégager. Et nous nous sommes approchés de Smouy où nous avons vu 3 Allemands sortir de la chapelle, qui était la première demeure qu'il y avait à Smouy, si vous voulez. On a tiré dedans, on les a ratés. Et du coup, nous nous sommes approchés prudemment, pris contact avec des gens de Smouy
qui nous ont dit, ben, écoutez, ils étaient là, mais ils étaient venus en reconnaissance, mais en fait, d'après les renseignements que nous avons, ils se trouvaient à Poix-Saint-Hubert. Et prudemment alors, à travers les mines, parce que pour arriver aux caves du moulin de Poix-Saint-Hubert, là-bas, et retrouver alors la population, si vous voulez, ça n'était guère facile. Et donc nous avons appris à ce moment-là que les Allemands finalement avaient quitté. Donc on savait qu'ils avaient été là et qu'ils avaient quitté. 3 Belges, membres des SAS, seront d'ailleurs victimes de la bataille. Le 30 décembre, 30-31 décembre, ils ont eu leur victime, une Jeep qui a été prise par le feu des Allemands et qui a sauté. Et c'est comme cela qu'il y a un monument à la croix Rankin qui rappelle ces 3 victimes. À l'époque, 53 000 jeunes entre 18 et 24 ans, disons, se sont engagés volontaires pour la durée de la guerre. Ce qui veut dire pas simplement celle ici en Europe, mais aussi celle en Extrême-Orient. Je trouve que c'est un détail qui n'est pas négligeable. Parce que quand même, avoir cet engouement, et on nous appelle volontaires de guerre, alors que moi j'estime que nous sommes finalement des volontaires de paix. C'est la paix qu'on recherchait. La preuve, c'est que quand la guerre s'est terminée, nous avons pratiquement à 90% rejoint nos foyers. Ce qui fait que nous n'étions pas vraiment des mercenaires, je n'ai rien contre eux, mais nous étions animés par un désir de paix, parce qu'on avait eu plus de 4 ans de guerre. Et à la fin, à la longue, quand on devient fatigué de la guerre, on recherche à grands pas la paix. Bastogne, le 11 janvier 1945. Mes 2 mains entourent ce gobelet en fer blanc. Le café bouillant réchauffe à peine mes doigts gelés. La neige est encore tombée ce matin. Je donne un coup de main aux infirmiers américains, je nettoie les places où ont agonisé des GI. Je tente d'aider à tenir l'endroit propre. Un long cri de douleur me cloue sur place. Un jeune soldat vient de s'apercevoir au réveil que ses 2 jambes ont été amputées. À 2, nous tentons de le maîtriser. J'encaisse un coup de poing. Le sang pisse de mon arcade sourcilière. Pas grave. Calmé, il sanglote à chaudes larmes. Il est dans mes bras, tel un petit garçon. Il me parle tout bas. Je ne comprends pas. Je l'écoute. Jeanne m'accueille, souriante, assise dans son lit. Elle fronce les sourcils quand elle aperçoit mon œil au beurre noir. Elisabeth dort paisiblement, le visage toujours aussi rubicond. 5 jours que nous n'avons plus entendu une phrase cohérente de sa part. Le médecin aurait dit à Jeanne que c'est dans les prochains jours que nous connaîtrons l'issue de cette pneumonie. Lors de ma sortie du matin, je croise 2 religieux. Leur visage est grave et triste. Au moment où je les salue, une salve pète sur le haut de la ville. Nous avons juste le temps de nous abriter près de la petite chapelle qui donne sur la Grand-Rue. Ils m'expliquent qu'ils voulaient se rendre compte des dégâts. Ils sont effarés. La ville est anéantie, rasée, en miettes. Ils ne peuvent retenir leurs larmes. Ils s'agenouillent devant la chapelle et prient. Cela fait 4 jours que je déambule dans la ville. Et plusieurs fois je croise la route d'un gamin et son chien. À chaque fois je lui adresse un clin d'œil et lui me salue en ôtant sa casquette. On se décide à se causer. J'apprends que ses parents, ensevelis dans leur maison, ont été conduits pour être soignés, il ne sait pas où. Lui s'est extirpé seul des ruines. Indemne, tout comme son chien, il vit de rapine, et malgré ses 10 ans, fume déjà comme un grand. Plusieurs fois, j'ai surpris Fernand, tel est son nom, appuyé contre un mur et jouant de la musique à bouche. Son chien, assis à ses pieds, lui sert de public. Je pense tout d'un coup à Charlie Chaplin. Jeanne va de mieux en mieux. C'est en pensant à elle que je redescends la Grand-Rue.